très facile, scientifique, d'échapper à tout contrôle. La science ne rend pas meilleur, la science rend plus puissant. Au début, nous étions un peu émerveillés. C'est une des grandes questions de la biologie depuis toujours. Depuis 1983, chercheurs, juristes, médecins, philosophes et personnalités venues de tous horizons sont chargés de réfléchir ensemble aux risques de dérive de la biologie et de la médecine. Ils sont réunis au sein du Comité national d'éthique. On ne peut pas s'en remettre à des experts, plus le Comité national d'éthique, pour décréter l'éthique. Et nous avons beaucoup insisté pour que le comité soit consultatif. L'éthique, c'est la question du choix. Männer und Frauen schuften und schwitzen. Vergiss es nie. Schuld sind Sie. En 1947, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, se tint à Nuremberg le procès du régime nazi. En plus de la barbarie de la guerre et de l'Holocauste, l'humanité découvrait, stupéfaite, les expériences conduites dans les camps sur des êtres humains. Au terme de ce procès fut édicté le Code de Nuremberg, qui est considéré comme l'acte fondateur de la bioéthique. En 1964, la déclaration d'Helsinki, qui reprend les idées de Nuremberg, indique que les progrès de la médecine sont fondés sur des recherches qui, in fine, peuvent imposer de recourir à l'expérimentation humaine. Dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet. Ça nous renvoie essentiellement aux États-Unis dans les années 60. Parce que chose qui peut sembler étonnante, difficile à croire, aux États-Unis dans les années 60, la recherche biomédicale galope, mais elle galope dans des conditions qui semblent ne guère avoir assimilé la leçon de Nuremberg. C'est-à-dire que des choses invraisemblables sont faites sur des prisonniers, sur des noirs, sur des malades mentaux, sur des enfants. On leur inocule pour voir les germes, les virus les plus divers. Des expériences donc, dont il faut bien le dire, je le dis sans anti-américanisme primaire, dois-je le souligner, mais qui rappellent à s'y méprendre, enfin, une certaine logique qui pouvait exister dans la tête de médecins de l'époque hitlérienne. Alors ça a suscité aux États-Unis même une très très forte réaction, éthico-religieuse, disons, et de là datent les premières formes d'organisation, les premières formes instituées d'intervention des grandes communautés philosophiques et religieuses aux États-Unis, de l'opinion elle-même, disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» En 1983, François Mitterrand crée en France le premier comité national d'éthique. Aujourd'hui, on pratique les greffes d'organes, la fécondation artificielle. On peut aussi procéder à des manipulations génétiques, c'est-à-dire tout simplement le pouvoir de changer l'homme. Autant de raisons qui ont amené les pouvoirs publics et les médecins à se demander s'il ne fallait pas constituer une haute autorité chargée de fixer les limites morales de certaines découvertes médicales. Un comité consultatif constitué d'une 40aine de membres, pour moitié des scientifiques et pour l'autre moitié des juristes, des philosophes, et aussi les représentants des grands courants de pensée politiques et religieux en France. La déclaration fondatrice confère comme mission au comité d'éthique de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, et de publier des recommandations à ce sujet. Consacré à la morale dans le domaine de la médecine et de ses progrès. À notre époque, un admirable spectacle se déroule déjà. Le monde moderne est une succession de merveilles. Sachez voir et admirer l'époque dans laquelle vous vivez. Longtemps, le progrès technique était apparu comme une évidence, une conséquence indiscutable de la recherche scientifique. L'histoire des sciences, en particulier depuis le XIXe siècle, avait été jalonnée de succès rapides et ininterrompus qui avaient très vite rangé la recherche du côté du mieux-être et du progrès de l'espèce.
Il avait fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'une découverte, celle de l'atome, se transforme en cauchemar à travers l'une de ses applications, la bombe atomique. Après Hiroshima, comme après Nuremberg, rien ne pourrait plus être comme avant. Tout le monde sait quels ont été les scrupules des physiciens atomistes quand ils se sont rendus compte, avec l'explosion des premières bombes, de ce qui était possible de faire avec la découverte de l'atome. Mais c'est vrai pour d'autres choses. Je lisais tout récemment un article sur les nanotechnologies qui expliquait qu'on pourrait vraisemblablement bientôt faire des choses si infimes qu'il serait possible de tuer aisément un homme ou de le conditionner en faisant pénétrer dans son organisme un de ces petits émetteurs qui seraient si petits qu'ils seraient non détectables, si vous voulez. En clair, ce qui dans la science-fiction existait à travers un film que j'ai vu il y a une trentaine d'années où on voyait des savants miniaturisés propulsés dans le sang d'un malade qui était un chercheur célèbre pour aller déboucher une artère dans le cerveau pour lui permettre de continuer de fonctionner dans une recherche importante est en train de se faire. Simplement, ce qui était vu sur le plan bénéfique pourrait très bien être vu aussi sur le plan maléfique. Alors, que faire? L'interdire? Mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà le problème qu'on est obligé de se poser. Naturellement, chaque équipe a bien le sentiment qu'elle maîtrise son affaire. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment on peut arriver à financer la recherche, on sait comment on veut l'amener intellectuellement, on a une idée des objectifs thérapeutiques sur lesquels on veut déboucher. Chaque équipe peut donc avoir un sentiment réconfortant de « je sais ce que je fais ». Mais si nous prenons du recul, voyons le mouvement d'ensemble. Ce mouvement d'ensemble est-il maîtrisé? Il ne l'est pas. Alors, quand je dis maîtriser, entendons-nous bien, personne ne propose un Conseil mondial de la recherche scientifique qui décide de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. C'est pas sous cette forme que je parle de maîtrise. Je parle de maîtrise sous la forme de l'organisation d'une vraie conscience commune, commune à la communauté scientifique et commune à la communauté humaine tout entière. Là, il y a quand même vraiment un problème. Bien évidemment, toute profession doit avoir des règles, et notamment des règles morales, qui sont des règles de bonne conduite. Il y a une morale scientifique. Je pense que la science en elle-même n'est pas une morale, mais il y a une morale scientifique, bien évidemment. Cette morale de l'exactitude, cette morale du vrai, cette morale de l'honnêteté, elle existe. Et je pense que les scientifiques ont à la faire respecter, à la faire valoir. Maintenant, comme je vous ai dit, les conditions dans lesquelles la science va se réaliser et l'application de certaines techniques dérivées de la science sont tout à fait évidemment, c'est-à-dire, il n'y a aucun problème là-dessus, des éléments qui doivent être discutés et réglés par la société. De plus en plus de techniques sont développées et nous ne savons pas si on doit ou on peut les appliquer ou pas, notamment à l'espèce humaine. En plus, il y a des désaccords entre les experts eux-mêmes justement sur ces questions d'éthique, ce qui montre bien que les réponses à ces questions ne peuvent pas être tirées de l'expertise strictement scientifique, biologique et médicale. Quand la recherche a démontré que telle jeune femme a une chance sur deux de donner naissance à un enfant mal formé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'autoriser à avoir des grossesses en sachant qu'il y aura une sur deux qui sera une catastrophe? Ou bien est-ce qu'il faut prendre des mesures pour l'empêcher d'avoir des enfants? Et d'innombrables problèmes du même genre se sont posés. Et l'évolution et le succès, si je puis dire, l'évolution et les progrès de l'éthique sont venus des problèmes que posaient les progrès de la médecine qui étaient inconnus de nos prédécesseurs. Quand la tuberculose était mortelle, ça suscitait les romanciers qui écrivaient des livres là-dessus, mais pas de problème d'éthique. En 1997, le comité d'éthique est saisi d'un problème moral grave par la Société de néonatologie d'Île-de-France. Madame Nioul Fekete participe à la rédaction de l'avis qui en résulte, intitulé « Réflexion éthique autour de la réanimation néonatale ». Nous avions en néonatologie, dans la spécialité que j'ai une place en chirurgie, un très très gros problème éthique sur la survie des enfants avec un gros handicap. Et ce problème se posait à toutes les équipes de France,
et n'était pas connu du public et il n'avait pas fait l'objet d'une réflexion hors de la sphère médicale. La question qui se pose aux soignants est la suivante. Les progrès de la médecine permettent de réanimer et de maintenir en vie des enfants grands prématurés. Or, cette prématurité est pour un tiers d'entre eux à l'origine de lésions cérébrales d'une extrême gravité, non décelables à l'étape de la naissance. Ces lésions irréversibles ne peuvent être décelées qu'au terme d'une période d'attente d'1 à 2 semaines. Dis donc, tire pas sur tes filles. Depuis 15 ans, nous nous posions la question de proposer aux parents d'arrêter le traitement à la 2e étape. Et donc de faire, si on veut être exact, si on ne veut pas être hypocrite, de faire des arrêts de vie, puisque c'est au moment où l'enfant est hors de danger vital. Les modalités de cet arrêt de vie sont très difficiles à définir. La participation des non-médecins, la participation des parents, la participation des infirmières devait être définie et nous avons pensé avec les autres néonatologistes que c'était le moment de réfléchir avec des non-médecins sur ces arrêts de vie qui sont des choses extrêmement graves et extrêmement douloureuses, non seulement pour les patients, mais pour leurs familles et pour les équipes médicales. Kilo 500... 550 on a dit oui. 540. 540. Elle n'a pas été pesée hier. Hier, il faisait le même poids. Il était à 180 mecs kilos, mais j'avais pas rajouté plus de sel que ça. Il avait 5 mecs. À ce terme-là, normalement, il n'a pas besoin de plus de sel, mais s'il grossit pas bien... Non, il a moins que ça. Il a moins que ça, il a 120 000 kilos. Comment ça se fait ? Il fait 1,9 kg à la naissance. Nous sommes dans des structures privilégiées. Moi, j'ai un service où les réanimateurs sont nombreux, où les anesthésistes sont nombreux, où on peut être 8, 10 sur un dossier qui nous déchire. Mais vous habitez une ville de moindre importance, vous êtes chef d'un service de néonatologie. Je me rappelle un collègue de la ville de Bourges, remarquable, mais seul devant ses décisions. Bon, le fait que le Comité national d'éthique ait fait un texte permet de le relire le soir chez soi pour se dire je ne suis pas complètement dans l'aberration, je vais dans le sens d'une civilisation médicale, si vous voulez. Dans la conclusion intitulée « Au-delà de l'espoir » de l'avis numéro 65 consacré à ce problème, le comité d'éthique appelle à une prise de conscience de toute la société. Il réaffirme son refus de l'acharnement thérapeutique et sa condamnation de toute recherche d'exploit médical. Il rappelle le respect de l'interdit légal fondamental de donner la mort, tout en reconnaissant que dans certains cas, la transgression de la loi peut être compréhensible. Cet avis, publié en septembre 2000, est l'un des 70 textes émis depuis 20 ans par le comité d'éthique. La fonction de ces avis est aussi bien de répondre à des questions qui lui sont adressées par les milieux de la médecine ou de la science que d'éclairer le législateur dans son travail de préparation des lois. L'originalité de la bioéthique, ça a été qu'elle se traite, enfin qu'on y réfléchit dans des enceintes qui sont pluridisciplinaires. Il n'y a pas que des scientifiques, il n'y a pas que des médecins comme au Conseil de l'Ordre, il n'y a pas que des juristes, il n'y a pas que des politiques. Il y a des regards variés sur l'être humain, chaque regard apportant au fond son intérêt au bien à promouvoir et au mal à éviter. Un intérêt éthique à la question. La réflexion éthique est destinée à éveiller des inquiétudes dans la société en face de ces progrès, en particulier en matière de biologie. Et puis, éveiller des inquiétudes, non seulement éveiller des inquiétudes, mais aussi faire des choix. La plupart des sujets qui ont été abordés par le comité sont quand même des sujets qui engagent en quelque sorte l'avenir de la société et
On ne peut pas avoir juste un groupe de restreint de personnes, qui sont d'ailleurs représentatifs de rien du tout, si ce n'est que d'eux-mêmes. C'est juste un organe de réflexion dont le but est de, en quelque sorte, proposer une réflexion bien fournie sur une question difficile. L'éthique, c'est une réflexion qui est évolutive, qui est pluraliste, qui ne prétend pas à l'universalité et qui cherche à apporter des réponses les plus harmonieuses possibles entre le progrès des sciences et des biosciences et le respect de la personne. C'est une réflexion et ça n'est pas une certitude. L'éthique n'est pas du domaine de la certitude. Quand le comité d'éthique rend des avis ou procède à des recommandations, il ne les impose pas. On avait envisagé à un moment donné de donner un pouvoir de décision au comité. Et puis à la réflexion, et j'ai participé à ces réflexions, on s'est aperçu que ce serait extrêmement grave si le comité était doté d'un pouvoir légal, judiciaire. Par exemple, on lui soumettait une question et le magistrat faisait ce qu'aurait dit le comité. Et ça pouvait être très dangereux. Et nous avons beaucoup insisté pour que le comité soit consultatif. Il y a eu, de la part des politiques, et pas seulement des hommes au pouvoir à l'époque, un sentiment très, très fort, j'allais dire d'impuissance, c'est pas le terme, mais un petit peu de peur, en se disant, mais la science est en train d'envahir la société, nous sommes en train de légiférer pour elle, enfin de tracer les règles qu'elle doit suivre, et il se passe des choses en dehors de nous. D'où l'envie, peut-être un peu une fuite devant certaines responsabilités, en disant, oh là là, sur ces problèmes-là, il faut quand même qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui m'aident. Les journées du comité d'éthique sont l'occasion d'un consensus, pas de précipitation, avec la fécondation artificielle. La science d'aujourd'hui prend l'homme de vitesse. Ce constat que je faisais lors de la mise en place de votre comité n'a peut-être jamais été aussi vrai que ces temps derniers. La course de vitesse engagée entre la science et l'éthique s'est accélérée. 20 ans après sa création, le comité poursuit son travail de réflexion collective en tentant de préserver son indépendance par rapport aux multiples pressions politiques ou économiques. Aujourd'hui se tient sous la présidence du professeur Sicard une réunion plénière. Entre le bon et le loyal, ou le légal plutôt, il y a le juste. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on sera juste, mais au moins tenter d'être juste et tenter d'être non obsédé par la loi, non obsédé par un discours un peu lénifiant sur la dignité humaine, parce qu'effectivement, plus on va, moins on sait réellement ce que sont des concepts généraux, et je pense que ça sera un ouvrage de notre responsabilité. Il ne faudra pas qu'il y ait une sorte de pensée unique. À la demande des gouvernements successifs, plusieurs de ces avis ont été consacrés à l'élaboration des lois de bioéthique. Les premières lois de bioéthique, votées en 1994, devaient être révisées au bout de 5 ans pour mieux rester en prise sur l'actualité de la science. En 2002, avec un retard de 3 ans, le projet de révision arrive enfin en première lecture à l'Assemblée nationale. Plusieurs mois pourraient encore s'écouler avant le premier décret. Mes chers collègues, c'est un beau texte que nous examinons aujourd'hui, car dans tous ces aspects, que l'on parle de procréation médicalement assistée, que l'on parle de don d'organes, que l'on parle de recherche biomédicale, c'est de la finalité de la médecine dont nous parlons. Enfin, ce débat que nous attendions depuis près de 3 ans, nous pensons que le gouvernement et la majorité n'ont pas convenablement assumé la responsabilité qui leur incombait. Le temps de la loi, celui de la science et celui des mœurs doivent être impérativement rapprochés si l'on veut qu'en ce domaine, la démocratie conserve un sens de la légitimité. Il y aurait de grands principes qu'on pourrait appliquer une fois pour toutes, mais non, la science n'est pas comme ça. Et nous ne sommes pas à la remorque de la science. Au contraire, nous essayons de la canaliser. Au-delà de son rôle consultatif, le travail le plus important du comité d'éthique, c'est de faire partager le fruit de sa réflexion et de lancer un débat public aussi large que possible.
Ces avis, résultat d'une confrontation atypique d'experts et de personnalités de tous horizons, devraient en effet permettre à la société tout entière de s'emparer de questions qui conditionnent son avenir, voire son existence même. Pour ma part, je suis persuadé qu'une des raisons de l'utilité du comité national éthique ou de comités comme cela, c'est de faire ressortir avant que toute la société s'en empare, un peu à l'avance, essayer de s'intéresser d'une façon sérieuse à des questions qui se poseront de façon inévitable. Je pense, là j'anticipe peut-être sur un autre de vos sujets, mais la question des cellules souches embryonnaires, franchement, je n'en ai entendu parler pour la première fois qu'au comité national éthique. On m'a expliqué ce que c'était. La presse n'en avait pas encore à parler. Ce débat, en fait, il appartient à toute la société. Et donc, c'est en ce sens, vous voyez, au comité, on peut dire que ça se passe comme ça, on essaie de comprendre le problème sur le plan technique d'abord, et effectivement, ensuite, on le met en discussion. Mais cette discussion doit être élargie. Quand le comité d'éthique a osé prononcer à nouveau le nom d'euthanasie dans une réflexion très profonde sur la fin de vie, qui elle-même venait sur une réflexion sur la longévité de notre population, le vieillissement de notre population, eh bien immédiatement ont été entreprises dans toute la France des réunions extrêmement importantes. Les premières ont été très houleuses, et puis maintenant, on peut avoir une réunion qui parle de la fin de vie, où on parle de l'euthanasie, les projets différents sont exprimés, c'est une réflexion profonde, ça n'est plus conflictuel. J'aime pas beaucoup le mot de bioéthique parce qu'il laisse entendre qu'on a affaire là à une discipline à nouveau spécialisée. Oui, comme s'il y avait maintenant des experts en bioéthique, et malheureusement dans d'autres pays, cette tendance-là devient de plus en plus forte. Il existe des chaires de bioéthique, ce qui est un petit peu gênant parce que, encore une fois, cela laisse entendre qu'au lieu que ces questions-là doivent faire l'objet de débats très larges, alors à nouveau, on les confie maintenant à des super experts, en quelque sorte. Ceux qui seraient les éthiciens, enfin comme on le dit aussi de temps en temps, ce qui est absolument scandaleux et ridicule aussi, à la limite. Moi, je trouve que l'exercice de réflexion éthique n'est pas une chose facile. Et ceux qui, justement, utilisent le discours éthique comme rhétorique tentent de faire penser que la réponse est évidente et facile. Et je pense justement le contraire. C'est-à-dire qu'à la limite, je dirais, vraiment se poser des questions par rapport à ce qu'on fait, c'est un signe d'une certaine maturité à partir d'un moment. Parce que sinon, c'est trop facile d'aller de l'avant sans trop se poser de questions, en se disant forcément qu'on fait du bien. C'est pas sûr. Chaque découverte importante de la science place l'humanité tout entière à un nouveau carrefour, face à de nouveaux choix. Or, le XXe siècle nous l'a appris à nos dépens, l'ivresse de la connaissance débouche parfois sur des lendemains difficiles. Quelle sagesse saura nous en prémunir ? Si nous sommes dans une logique où l'éthique apparaît essentiellement comme le bâton du gendarme par rapport à la recherche, nous sommes dans le pire cas de figure. Et j'ai l'impression, ça m'alarme, j'ai l'impression que nous sommes un peu dans un phénomène de scission de ce genre. Un nombre croissant de scientifiques semble ressentir avec impatience un certain nombre de recommandations éthiques qui leur sont présentées. Et inversement, de l'autre côté, il y a de nouveau une
une méfiance à l'égard de la science qui, je ne sais pas si des scientifiques s'en rendent compte, une méfiance qui tend à s'aiguiser, une méfiance hostile qui tend à s'aiguiser. Ça, c'est le pire cas de figure possible. Une science qui tend à dire « vous nous embêtez, laissez-nous avancer, c'est pour le bien de l'humanité », et de l'autre côté, eh bien, justement, une humanité, ou au moins une partie de l'humanité, qui dit « vous nous effrayez, vous allez dans un sens que nous ne pouvons pas accepter ». La scission entre ces deux mouvements serait une chose absolument catastrophique.